Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Cette semaine, nous traversons les siècles et nous nous intéressons au roman qui met en scène un personnage multicentenaire. Après Orlando de Virginia Woolf et Romanesque de Tonino Benacquista, vous allez entendre aujourd'hui un extrait de Bomarzo, le roman de l'écrivain argentin Manuel Mujica Lainez, traduit en français par Catherine Ballesteros. Dans ce roman épique, le narrateur, Pier Francesco Orsini, prince de la Renaissance, retrace sa vie. Dès la naissance, il aurait été promis à l'immortalité par l'horoscope établi le jour de sa venue au monde en 1512. Et en effet, nous traverserons les siècles à ses côtés. Je l'entrevis à peine au matin de notre arrivée. Très malade, j'avais pris une embarcation que nous avions louée quand il fut évident que je ne serais pas capable de continuer à cheval. Mais le premier contact fut éblouissant. Après Bomarzo, âpre et resserré, après ses pierres rugueuses, sa cendre et sa rouille, Venise se dressa devant moi, liquide, aérienne, transparente. Pensée étrange et belle plutôt que réalité, comme si la réalité eût été Bomarzo, cramponné à sa terre et à ses entrailles secrètes, alors que ce paysage incroyable semblait une projection cristallisée sur la lagune, une sorte d'illusion suspendue et frissonnante qui, de même que les mirages des rêves, eût pu brusquement s'écrouler en silence et disparaître. Non que je considérasse Bomarzo comme moi poétique, Dieu m'en garde, mais à Bomarzo, la poésie naissait de l'intérieur. Sa gestation se faisait au cœur de la roche et se nourrissait du travail séculaire des essences cachées, alors qu'à Venise, la poésie était le fruit extérieur et lumineux de l'amour de l'air et de l'eau, et possédait par là une qualité fantasmagorique qui trompait les sens et exigeait pour être perçue une relation où le ravissement esthétique se fondait avec la vibration magique. Telle fut ma première impression de la fascinatrice. Je compris plus tard que la force mystérieuse de Bomarzo, moins manifeste à la surface et plus secrètement vitale, continuait d'agir sur moi avec une puissance beaucoup plus profonde que cette séduction courtisane de jeux exquis et de nuances excitantes. Mais comme tant d'autres, comme tous les autres, je succombais à mon arrivée au charme de la ville incomparable. Je trahis et oubliai ma vérité authentique. Chacun possède son Bomarzo. Et pensais qu'il n'existait pas, qu'il ne pouvait rien exister au monde de si beau que Venise, rien de si riche, de si exaltant, de si évidemment créé pour procurer ce bonheur difficile recherché anxieusement par ceux dont la sensibilité désespérée épuise les êtres et les lieux. Elle se déploya fugacement devant moi ce matin-là. Puis je ne la vis plus de tout un mois, mais son image ne quitta jamais ma chambre de malade. Et j'ai la certitude que le désir de me l'approprier, de la parcourir, de l'apprendre et de la thésauriser
m'aida pour une bonne part à accélérer le retour de ma santé ébranlée, non seulement physiquement, mais psychologiquement. J'ajouterai que mon émotion n'était pas un sentiment exceptionnel au XVIe siècle. Après Rome, et même pour beaucoup avant Rome, Venise était la ville la plus attirante. Elle était pleine d'étrangers, mais pas comme aujourd'hui, où les Vénitiens de vieille souche doivent se réfugier chez eux pour ne pas se cogner aux caravanes guidées indésirables. Dans cette foule voyageuse, on remarquait des princes et des grands seigneurs accourus du fond de l'Europe curieuse ou du Proche-Orient à l'appel de la rumeur de ses fêtes et du prestige de son dessein sans rival. Venise se décomposait imperceptiblement, rongée par la pourriture qui, comme l'émanation fatale d'une eau croupie, usait ses palais et ses habitants, et qu'elle tenta d'extirper quelques années plus tard par l'effort de Lépante. Elle était en train de perdre sa domination sur l'Orient au profit du Turc. D'autres États colonisateurs se rendaient maîtres de ces marchés de l'Inde. Sur la périlleuse Méditerranée, les corsaires ruinaient son commerce naval. Mais son luxe et sa splendeur ne furent jamais aussi apparents. Les esprits sagaces pressentaient ce mélange de vie et de mort qu'elle représentait, et cette contradiction émouvante ajoutait à sa magie. C'était comme si partout, sur ses canaux et dans ses cortili, au milieu du tapage de ces fêtes pavoisées, on eût entendu l'écho assourdi des mots prononcés devant les Dogares au sommet de leur accession triomphale au pouvoir. Comme votre seigneurie est arrivée vivante pour prendre possession du palais en ce lieu, elle doit savoir qu'en ce même lieu son cerveau, ses yeux et ses entrailles seront après sa mort arrachés et exposés durant 3 jours avant de la descendre au tombeau. Romantique avant le romantisme officiel. Bien moins mercantile qu'à l'époque de sa croissance laborieuse, mais aristocratique et attaqué par le mal de la décadence qui l'a rongé sous la pompe faussement intacte de sa domination cérémonieuse. Voilà comme je la vis durant cet automne de mes 20 ans. Vous venez d'entendre un extrait de Bomarzo, de l'écrivain argentin Manuel Mujica Lainez, traduit en français par Catherine Ballesteros, est disponible chez l'éditeur Le Cherche Midi. Demain, vous pourrez suivre un 4e épisode de notre série construite autour des personnages multicentenaires. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux, et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.